Myriam Leguet, qui est responsable du département recherche-développement à l'ONF, d'une part, et Jean-François Dotte, qui est chef adjoint du département écologie des forêts, prairies, milieux aquatiques à l'INRA. Et c'est donc Myriam qui va parler au nom des deux sur le thème planter pour adapter les forêts au changement climatique. Merci. Donc en fait, il y a plus de voix, comme vous le voyez sur la diapo. Voilà, c'est une chorale. Donc j'ai eu notamment la contribution de mes collègues Yves Roussel et Brigitte Muche du Conservatoire génétique forestier, mais aussi des avis d'autres collègues de l'ONF, de l'INRA ou du réseau mixte technologique à force. Donc c'est un point de vue forêt publique, mais forêt publique environnée de ses partenaires, notamment au sein du réseau mixte technologique à force, que je vais vous présenter donc sur la diversification des ressources génétiques par plantation dans une perspective d'adaptation. Alors de nombreux travaux ont été faits sur la vulnérabilité des forêts face au changement climatique, et les résultats de ces travaux nous imposent aujourd'hui d'envisager la possible inadaptation des ressources forestières en fin de siècle, voire plus tôt que ça, et ce pour la plupart des espèces forestières de production. Donc j'ai illustré ça par des travaux de modélisation que je ne détaillerai pas, donc en l'occurrence concernant le hêtre et le pin sylvestre. Et donc un point important à retenir, c'est que cette inadaptation potentielle est soumise à de fortes incertitudes de nature diverse. Face à cela, donc, les forestiers ont entamé des réflexions sur l'adaptation. Donc j'ai eu moi-même l'occasion à 2 reprises de présenter les 5 grandes orientations d'adaptation proposées pour l'Office national des forêts devant l'Académie d'agriculture en 2007 et 2013. Et donc, je cite rapidement ces 5 orientations: diagnostiquer la vulnérabilité, faire évoluer la composition des peuplements, dynamiser la sylviculture, gérer les risques et suivre les impacts, et j'ajoute l'adaptation. Donc, parmi ces 5 orientations, l'évolution de la composition des peuplements occupe une place importante, et c'est sur cette orientation que va se concentrer la suite de mon exposé. Alors ces réflexions, de plus en plus, donc à partir des prémices en 2005, se sont tenues dans un cadre partenarial, et notamment au sein du réseau mixte technologique à force, donc qui est évoqué par la collection de logos à gauche. Et tout dernièrement, une évolution marquante de ces réflexions va vers une prise en compte plus importante des incertitudes, qui nous conduit à évoluer vers une idée de diversification des solutions et de test de ces solutions en vraie grandeur. Et l'idée sous-jacente, c'est finalement d'agir pour savoir, sans attendre de tout savoir pour agir. Alors, à cette heure-ci, c'est un peu rude comme consigne. Mais, donc, en parallèle, le contexte concernant la plantation et l'introduction est en évolution, et avec des phénomènes contradictoires. On observe, et ça a déjà été évoqué, une perte de vitesse de l'activité de plantation depuis les années 90, avec des raisons sur lesquelles j'imagine on reviendra: un coût de plantation, suppression du fonds forestier national, pression des cervidés qui agit aussi sur les coûts mais aussi sur les risques techniques, ou risque accru d'échec de plantation du fait de la restriction de l'usage des produits agropharmaceutiques. L'introduction d'espèces, de son côté, est négativement connotée, si on peut dire, avec une mise en avant importante des risques d'invasion biologique, une valorisation a priori de la naturalité. Alors quand je dis a priori, j'entends sans forcément de définition de la naturalité, ni de justification de sa valorisation. Donc on peut observer ça par exemple dans les standards de certification forestière, et on peut avoir cette conception négative, cette perception négative peut aller jusqu'à une hostilité déclarée, voire à des arrachages de plants, dont Jean-Yves Collet, je crois, peut témoigner en tant qu'élu. Donc cette introduction, ce cadre étant dressé, j'en viens maintenant au centre de mon propos, donc, où je vais essayer de resituer cette question du changement de matériel végétal dans les options d'adaptation, d'identifier ses forces, faiblesses, risques et opportunités,
et d'envisager les verrous et les projets que l'on peut mettre en œuvre pour s'attaquer à ces verrous. Donc revenons d'abord sur les leviers forestiers dont le gestionnaire dispose pour atténuer la vulnérabilité de ces peuplements au changement climatique. Le principe, c'est d'agir sur la réponse des peuplements au climat en modifiant les caractéristiques de ce peuplement. Alors, on peut agir sur la densité, et on sait qu'un régime d'éclaircie plus dynamique tend à améliorer le bilan hydrique et à raccourcir le cycle de production. Mais par contre, ce qu'on a découvert peu à peu, ou ce que l'on mesure mieux peu à peu, c'est que cet effet, il est dépendant de la gamme de densité et que finalement, la marge de modification des référentiels sylvicoles antérieurs est assez limitée par l'essor du recru et surtout l'essor de la consommation d'eau du recru lorsque l'on fait des éclaircies fortes. Donc il y a des travaux qui ont permis de mesurer cela de façon plus précise. On peut agir aussi sur la structure. Alors, on a assez peu de résultats scientifiques qui nous permettent de débattre de l'effet de cette mesure, mais pour ma part, je considère que l'espoir en matière d'effets adaptatifs, des modifications de structure des peuplements reste assez limité et que finalement, il se concentre probablement plus sur des qualités par rapport à la réponse aux problèmes engendrés par le changement climatique qui sont différentes, avec notamment des possibilités de gestion probablement plus souples des perturbations par la futaie irrégulière, mais une meilleure maîtrise de l'ensemble du site de production par la futaie régulière. Donc finalement, il nous reste un dernier type de levier qui est très important, qui sont les modifications de composition. Et c'est là-dessus maintenant que je me concentrerai. Donc ces modifications de composition sont souvent envisagées comme une option décisive et on peut les rattacher finalement à ce que l'on appelle des options d'adaptation transformationnelle. Alors, le changement d'espèce, qui est souvent envisagé en premier par les forestiers, paraît en effet être une option efficace, parce que l'on sait que la réponse des peuplements au climat dépend fortement de l'espèce, ce dont on peut juger par l'effet du climat sur la répartition des espèces, sur leur productivité ou sur leur réponse aux événements climatiques extrêmes, donc qui est très variable suivant les espèces. Mais on peut aussi envisager d'autres solutions, comme la migration assistée de provenance. Alors, pour imaginer cette solution, il faut se rappeler l'importance de la variabilité intraspécifique chez les arbres forestiers, donc qui est illustrée par le graphique à gauche, qui montre l'évolution de taux de survie de plants dans une plantation comparative de provenance, avec en vert des provenances de pin d'Alep et en rouge des provenances de pin brussia. Et on voit que la réponse des provenances de pin d'Alep, finalement, encadre complètement celle de pin brussia. Et donc, en termes de gestion, ça suggère qu'il serait aussi efficace, sinon plus, de chercher d'autres provenances de pin d'Alep que d'aller chercher du pin brussia, par exemple en Turquie. L'intérêt de ce type d'approche, c'est qu'elle permet d'envisager une évolution dans la continuité, donc continuité aussi bien des systèmes de production que des écosystèmes. Et puis elle permet d'imaginer des démarches tout à fait intéressantes d'introduction limitée, mais permettant par la suite un enrichissement du patrimoine génétique de la forêt par des ressources nouvelles, donc finalement ce qu'on peut appeler des flux de gènes assistés. Dans les programmes d'amélioration, on retrouve des démarches, enfin ces deux mêmes démarches, avec l'émergence de nouveaux programmes pour de nouvelles espèces, comme le cèdre, ou l'introduction de nouvelles provenances dans les programmes d'amélioration existants, par exemple concernant le Douglas, ou encore le pin maritime. Donc introduction justifiée par la recherche de variétés plus résistantes au stress hydrique en particulier. Donc finalement, si on considère cette option d'adaptation consistant à introduire de nouvelles ressources végétales par plantation, quel état on peut dresser de ces forces, de ces faiblesses, de ces risques et des opportunités qu'il apporte? Alors je commencerai par les faiblesses. La première, et elle est non négligeable, c'est que si on veut introduire de nouvelles ressources, il faut être capable d'évaluer leur réponse au climat.
Et là, on mesure l'étendue de nos méconnaissances en matière d'hôte écologie, en particulier d'hôte écologie quantitative. Si on veut déterminer quelle espèce sera adaptée à un climat particulier, eh bien, on a beaucoup de travaux très anciens à reprendre sur des bases beaucoup plus précises. Deuxième faiblesse, c'est la faiblesse des investissements forestiers, qui va, j'imagine, être réévoquée tout au long de cette journée, qui limite la portée potentielle de cette option. Et qui se conjugue donc avec une faiblesse plus large de l'activité de plantation qui n'a pas que des causes financières. Et puis on a ce problème de perception, d'acceptabilité, auquel se heurte aussi bien la démarche de plantation que, a fortiori, la démarche d'introduction. Donc à ces faiblesses sont liés des risques techniques d'abord, échec d'introduction, alors ça c'est presque pas un risque, c'est quasiment une certitude, toute démarche d'introduction se traduit par de nombreux échecs, c'est normal, c'est inévitable, échec de plantation, mais aussi risque d'altération de la qualité de la ressource. Si on introduit par exemple une provenance de chêne sessile du sud de la France dans le secteur ligérien, ne risque-t-on pas d'altérer la qualité remarquable de ces chênes ligériens? Risque écologique aussi, donc invasion biologique, risque d'altération des ressources naturelles, donc c'est le pendant écologique de l'effet évoqué pour la qualité des bois, on modifie une ressource en place. Et puis risques politiques et sociaux de se heurter à des freins réglementaires, voire de susciter de franches hostilités. Cependant, cette démarche présente des forces incontestables. D'abord, et ça, ça me paraît un point important, c'est pratiquement, je pense qu'on peut dire que c'est la seule option d'adaptation face à laquelle on puisse proposer une évaluation, même entachée d'énormes incertitudes, de l'effet adaptatif. C'est-à-dire, c'est la seule démarche pour laquelle on puisse dire, si le climat se réchauffe de 3 degrés et que les précipitations diminuent de 10%, voici ce que l'on pourrait faire. C'est aussi une démarche qui s'intègre très bien dans le schéma de diversification et de test, qui est donc le paradigme vers lequel on essaye de s'orienter de plus en plus. C'est aussi une option, et il faut le rappeler, qui permet en elle-même une palette de solutions larges, comme je l'évoquais à la diapo précédente. Enfin, c'est une option qui peut être portée par des opportunités tout à fait actuelles, avec de nouveaux instruments de politique publique, le plan national forêt-bois et les programmes régionaux de la forêt et du bois, ou le plan forêt-bois innovation 2025, qui nous offrent un cadre de discussion politique et technique et des leviers pour mobiliser des moyens. Alors les étapes de cette démarche, les étapes classiques, on les connaît, il faut identifier les besoins d'espèces, il faut rechercher des espèces candidates, il faut les évaluer, après il faut mettre en place des plantations de référence, et puis aborder finalement le déploiement, la maîtrise sylvicole et la valorisation industrielle de ces nouvelles ressources végétales. Alors ça on l'a déjà fait dans le passé avec quelques succès, notamment, là je cite tout à fait arbitraire, je cite le Douglas, et le cèdre c'est un peu plus arbitraire. J'illustre ça par une magnifique photo prise en forêt privée par mes collègues, mais aussi beaucoup de déceptions qui peuvent être permanentes ou peut-être temporaires et à réévaluer. Et là aussi, je cite arbitrairement un certain nombre d'espèces comme le chêne rouge, l'aulne rouge, le pin vémout ou l'eucalyptus, pour lesquels on a eu quelques déboires dans le passé. Par contre, alors je ne sais pas pourquoi mon titre s'est modifié, dans le cas le changement climatique apporte des verrous nouveaux ou complique encore cette démarche à différents niveaux. L'identification des besoins doit procéder d'abord par une identification des enjeux d'adaptation qui suppose d'analyser la vulnérabilité des espèces en place et d'en faire un diagnostic finalement partagé à l'échelle des systèmes de production. Pour la recherche des espèces candidates, il faut disposer d'outils pour évaluer la réponse au climat des espèces ou des provenances. Il faut mettre en place un nombre très important de tests de comparaison face auxquels nos forces de recherche et de développement sont très limitées. Et puis mettre en place des plantations de référence, oui, mais alors il faut raccourcir de façon drastique le délai expérimental et démultiplier les moyens par une approche collaborative. Et puis faire face à toutes sortes de problèmes comme la mobilisation des sources de graines, l'anticipation des besoins en plan, la recherche de moyens et l'organisation de la traçabilité et de la valorisation collective des résultats.
Alors, face à ces défis, de nombreuses initiatives ont été prises dans les différents organismes concernés, que je ne détaillerai pas, mais qui portent soit sur la valorisation de dispositifs existants, soit sur la mise en place de nouveaux dispositifs, soit encore sur la synthèse et la mise à disposition de connaissances, d'outils et de méthodes. Alors j'ai illustré ça par une carte qui évoque le réseau d'arboretum mis en place dans le cadre du projet Reinforce, qui est probablement la plus remarquable des réalisations citées sur cette diapo, et donc qui a associé pour la France nos collègues de la forêt privée. Un point important à l'issue, enfin pas à l'issue parce que tous ces projets ne sont pas terminés, mais au stade où on en est, ces projets étant démarrés ou terminés, c'est que l'on ressent un besoin d'intégration aujourd'hui dans une démarche d'ensemble. Et face à ce besoin d'intégration dans une démarche d'ensemble, donc mes collègues du Conservatoire génétique des arbres forestiers travaillent à une proposition que je vais vous présenter maintenant, qu'on a baptisée Renaissance, qui donc porte sur l'évaluation de ces nouvelles ressources génétiques pour l'adaptation au changement climatique. Donc le point de départ de cette démarche, donc, toujours dans la même logique, commence par cibler les enjeux d'adaptation. En entendant par enjeu d'adaptation la conjonction d'un enjeu de gestion forestière, donc production mais aussi autres services écosystémiques étant entendus également, croisé avec une vulnérabilité. Donc on pourrait par exemple définir comme enjeu d'adaptation le chêne sessile dans le bassin ligérien, que j'ai illustré par cette carte qui représente ce qu'à l'ONF on entend par ce bassin de production du chêne ligérien. Mais ça pourrait être aussi le hêtre dans le nord-ouest, la forêt feuillue de l'est, etc. Et pour chacun de ces contextes d'enjeux, l'idée est de mettre en place un dispositif expérimental nouveau, dont les principes seraient les suivants. Alors, mon petit gradient a pris un coup dans l'aile avec le transfert sur un nouveau matériel, mais ce n'est pas très grave. Il s'agirait donc pour chaque enjeu d'installer 4 à 5 dispositifs de comparaison d'espèces ou de provenance, suivant les standards rigoureux de la R&D, dispositifs qui seraient installés suivant un gradient climatique conçu relativement au contexte d'enjeux considérés, et qui irait qui encadrerait la zone actuelle de l'enjeu, le territoire actuel de présence de l'espèce, entre des zones qui représentent son climat futur ou des climats futurs potentiels, et une zone qui représenterait une zone d'accueil potentiel pour ces ressources et ce système de production. Alors c'est illustré aussi par la carte, on peut considérer que la carte représenterait un gradient possible pour le chêne ligérien, donc, qui serait l'étoile, la deuxième étoile en partant du nord, encadrée donc par une zone d'accueil qui pourrait être quelque part dans l'est de la France, et des zones représentant des climats futurs quelque part dans le sud. Et donc ces plantations de type R&D seraient environnées par des plantations pilotes satellites installées dans le cadre de la forêt gérée et qui seraient plutôt du type plantation de référence. Évidemment, ce dispositif porterait sur des essences pour lesquelles on a un relatif degré de connaissance et pourrait être complété par un réseau plus exploratoire dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui serait uniquement constitué de dispositifs de type recherche-développement. Alors, quelles ressources testerait-on dans ces dispositifs ? Eh bien, par exemple, par enjeu, on pourrait imaginer de tester de l'ordre de 20 espèces, représentées chacune par 3 provenances. Donc, pour le chêne ligérien, par exemple, j'ai essayé de vous situer ça dans un plan de distance par rapport à la ressource en place, donc distance à la fois phylogénétique et distance géographique, parce que je pense que les deux sont à prendre en considération. Par exemple, on sait que plus on va rechercher des ressources loin dans l'espace, plus il est difficile d'évaluer a priori leur succès, et plus on prend des ressources phylogénétiques proches, plus on a quelque chose qui est proche de notre système actuel, mais qui peut avoir aussi des inconvénients, comme faciliter, par exemple, les attaques par les ravageurs et les bioagresseurs qui sont présents dans le milieu. Donc on pourrait tester dans ce dispositif, en partant complètement de en bas à gauche, évidemment les provenances locales qui représentent l'enjeu, mais aussi des provenances, en se décalant un peu géographiquement, des provenances voisines, situées plus au sud,
ou des espèces voisines situées à courte distance comme le chêne pubescent, ou des espèces un peu plus loin comme des chênes thermophiles du bassin méditerranéen, ou encore d'autres espèces du bassin méditerranéen, voire des espèces issues d'autres continents plus éloignés. Donc ça, c'est le matériel que l'on testerait dans la zone d'enjeu et dans les zones de climat futur. Et par contre, dans la zone qui représenterait l'accueil potentiel, la zone de refuge, eh bien, on testerait toutes les espèces des zones de départ, des zones vulnérables, en comparaison avec les espèces locales. Alors, quelle installation et quel suivi on peut imaginer pour ces dispositifs? Eh bien, pour les dispositifs de type R&D, si on veut faire une quantification grossière à ce stade, on pourrait imaginer représenter chaque unité génétique par 24 plans et 3 répétitions, donc ce qui nous fait des dispositifs de l'ordre de 4 à 5 hectares, et avec les mêmes unités génétiques qui seraient testées donc, dans les zones d'enjeu et dans les zones de climat futur. Sur ces dispositifs, évidemment, il conviendrait de faire un certain nombre de caractérisations écologiques, pédologiques ou climatiques. En termes de suivi, donc, dans les dispositifs R&D, très classiquement des mesures périodiques, très rapprochées au début, plus espacées ensuite. Mais par contre, donc, pour les plantations en forêt gérée, des modalités un peu différentes. Ces plantations en forêt gérée puiseraient plus librement dans les unités génétiques testées, sans devoir évidemment les échantillonner toutes à un endroit donné, et en laissant au gestionnaire la possibilité d'aller faire son choix. Ce qui serait très important, c'est surtout d'assurer la traçabilité des installations, et si possible l'enregistrement des accidents, ce qui n'est pas simple, mais par contre probablement ne pas chercher à faire des mesures, parce qu'on sait que faire des mesures quick and dirt dans ce type de dispositif, ce n'est pas très intéressant, il vaut probablement mieux se concentrer sur des évaluations précises a posteriori. Donc en conclusion, j'espère vous avoir montré ainsi qu'on était dans un contexte riche et mouvementé pour la plantation, contexte dans lequel l'introduction de nouvelles ressources pour l'adaptation représentait finalement une adaptation transformationnelle tout à fait importante, mais face auquel on a de nombreux verrous à lever, verrous qui sont centrés sur le problème de l'évaluation des ressources candidates, et que pour ce faire, on a déjà entamé dans nos différents instituts des initiatives qui portent sur la valorisation d'expérimentations existantes, la mise en place de nouvelles expérimentations ou la synthèse de connaissances, et qu'on se trouve aujourd'hui donc au stade d'intégrer ces initiatives dans un plan d'ensemble face auquel nous posons pour l'ONF cette proposition Renaissance, qui est discutée depuis tout peu, depuis la semaine dernière, dans un cadre partenarial, dans le cadre du réseau mixte technologique à force, avec l'idée probablement de contribuer, de converger vers une sorte de socle commun de socle commun expérimental pour l'évaluation de ces ressources candidates. Merci beaucoup de votre attention.